Salut à tous, c'est Mike, on est toujours sur Octogone, bienvenue sur Entre Rôlistes. On est sur le stand de 2D sans face. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Eh ben écoute, j'ai hâte que tu nous montres un peu tout ce dont on va parler au niveau de la gamme de l'E sans face. Je vous avoue que moi je connaissais la collection Max Brand, on en avait parlé sur la chaîne avec Pierre Saliba, qu'on aura tout à l'heure en short, vous le verrez plus tard sur la chaîne. Mais j'aimerais qu'on fasse un revue de gamme sur tout ce que vous avez à proposer pour le coup. Qu'est-ce que tu voudrais nous mettre en avant là, par exemple sur la nouvelle édition? Bon, alors, sur les livres qui sont présents ici, donc, ouais. En fait, le truc qu'il faut juste savoir, histoire de clarifier un petit peu, là sur ce salon, on est avec plusieurs maisons d'édition. Oui. Donc il y a 2D sans face, il y a les éditions John Doe qui sont derrière moi. Et puis donc les livres qui sont ici, une partie des livres présents sont ceux de John Doe et ceux de 2D sans Les face. deux sans face. Il y a les deux, c'est un regroupement d'éditeurs qui sont ensemble Oui, sur le stand. on Ouais, s'est d'accord. organisé parce Ouais, que bien sûr. genre faire un stand tout seul, on sait que c'est pas, c'est pas toujours En ça. termes de tarif, on sait ce que c'est, et puis il faut, et puis au moins t'as de la place et t'as de l'endroit. On en parlait tout à l'heure. Il y a ici Nightcrawler, Oui, Nightcrawler. qui est la deuxième édition, deuxième Ça, version. c'est la deuxième édition qui est sortie, qui en fait a techniquement le droit de boire de l'alcool, de conduire une voiture, et D'accord. qui est donc largement majeure puisqu'elle est sortie en 2006. Mais du coup, elle va peut-être faire un petit, un de ces quatre. Alors oui, effectivement. Donc oui, on n'a pas une réputation d'éditeur hyper réactif, on a pas mal traîné, on a eu pas mal de soucis en fait pour faire en fait avancer le projet autour de la deuxième édition. Là, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de réfléchir déjà en termes de gamme et de produire un nouveau jeu de rôle dans l'univers de Nightcrawler, avec un système adapté au goût du jour, comme on l'avait fait en fait il y a 20 ans par rapport à la version d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et donc voilà, on va faire une nouvelle version de ceci, avec un système plus moderne, une nouvelle équipe de rédaction. Pour redépoussiérer tout ça. Pour redépoussiérer tout ça Et le et- recontemporainiser, on va Oui. dire. Et l'actuelle équipe, en fait, l'équipe qui va s'occuper de ceci, c'est une nouvelle équipe en fait. Mhm. Donc on a un nouveau porteur de projet à l'intérieur de 2D sans face. Et là, on est actuellement en train de recruter des gens, de chercher du monde pour les illustrations, pour les rédactions des textes. On rédige les briefs, enfin on est gentiment en train d'avancer. Ok. Tu me parlais aussi de cette magnifique couverture qui est juste ici, là. Oui, Itrasby. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors on dit bien Itrasby et pas Itrasby parce que n'en déplaise, c'est du norvégien, c'est pas de l'anglais. Itrasby, c'est un jeu de rôle donc norvégien qui est sorti à l'origine. J'ai un blanc, je crois que c'était en 2008, je suis pas sûr. Et qui a été traduit en anglais par une maison d'édition allemande et en français par une maison d'édition suisse. Donc j'en profite pour continuer. Ça a été imprimé en Italie et les cartes ont été imprimées en Belgique. C'est un jeu de rôle surréaliste, donc c'est plus dans l'ambiance urban fantasy ou un petit côté onirique. Ouais. Urban, onirique, ouais. Enfin, bon, bref, donc on va jouer des personnages qui sont des habitants de la ville d'Itrasby. Parce qu'Itrasby, c'est une ville en fait à l'intérieur de l'univers Ok. qui a été construite dans les rêves par une déesse actuellement disparue. Et on peut jouer beaucoup de choses marrantes, des enquêtes policières, en mode surréaliste toujours. Mhm. Ouais, enfin, j'ai une liste tout à coup qui se collisionne dans ma tête et je pourrais en fait Enfin, c'était 1000 et en même temps ne en sortir aucun. Ouais, c'est Mais ça. donc du coup, et c'est un setting donc urbain onirique avec une tendance humoristique un petit peu quand même derrière. Ça dépend, uniquement. c'est pas toujours le cas, ça dépend un petit peu des joueurs qui vont être présents. Il peut y avoir un côté un peu cauchemardesque, hein, parce que Ouais. mine de rien, le fait que la déesse qui a créé cette ville ait disparu il y a longtemps fait que ça part gentiment en sucette en fait, qu'il y a des choses qui se dénaturent, qui deviennent plutôt deviennent cauchemardesques, Dérangeante ou et qui. dérangeantes. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as d'autre si on continue la progression sur le stand du coup dans le coin? Tu veux que je te parle de la collection Max Brown ou non, je vais laisser Pierre. On va laisser plutôt. Pierre, on va le Ouais, faire ouais. ensemble avec lui tout à l'heure. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais bon voilà, prix Octogone de l'année dernière de toute façon. Comment le qualifier? Jeu de rôle horrifique, à tendance horrifique, avec un système de cartes, un système de deck building ou
bon, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, un système qui fonctionne vraiment très très bien, qui est extrêmement chouette, et puis une campagne à l'intérieur qui est extrêmement cinématographique, donc vraiment 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 très très chouette, extrêmement quali, et en plus l'auteur est un amour, donc ça fait toujours plaisir. Alors juste sur la collection, en fait, on va avoir des suppléments qui vont sortir. Il y en a déjà quelques-uns qui sont disponibles Oui. en PDF. Bon, on a une roadmap, hein. On voit, on a plus ou moins un planning, on sait dans quelle direction on va avec ça. Et ouais, non, c'est chouette. C'est vraiment un chouette jeu. Je suis personnellement très content. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous montrer sinon? Oui, très rapidement. Alors, en dehors des jeux qui sont déjà sortis, il y a des absents. En fait, on a retiré Nobilis de notre catalogue. Mhm. Il était sorti en 2001 quand même, hein. Oui, il n'était pas tout récent. Ouais. Et on a retiré aussi Tigre Volant 3. C'était quand même la 3e édition. On l'a aussi retiré de notre catalogue parce que actuellement, Stéphane Gallet, son auteur, est en train de travailler sur une nouvelle version de cet univers avec un nouveau système de jeu, la totale, en mode année 2020 et plus. Ok. Donc, ok. Donc ça viendra. Actuellement en démonstration derrière, il y a Les Contes du Soleil Couchant, Ouais. qui est un petit peu... c'est notre prochaine sortie. En fait, notre prochaine parution qui sortira dans le courant de l'année prochaine, mais on va lancer un full lancement cet automne. Enfin, après des années de retard, désolé, nous et les glaciers, on évolue à peu près à la même vitesse. En fait. Donc il y a un financement qui va arriver cet automne. Tu peux nous pitcher un peu le jeu du coup? Je vois qu'on est en train de regarder des romans en fait, qui sont associés au 3e projet qui va sortir un jour. Les romans, en fait, les livres qui sont en train d'être montrés là sont des romans et des recueils de nouvelles qui se déroulent dans l'univers de la Noire Essence. C'est en fait alors, juste retourne-le. Les illustrations de cette collection d'éditions-là sont au dos, en fait. Pour faire bref, c'est un univers qui avait été développé il y a un peu plus de 20 ans pour faire des jeux de rôle grandeur nature, en fait, dans le Jura suisse. Oui. Et qui ont donné naissance à cette série de romans par mon ami Jeanne Perrin. Et moi, je suis en train de travailler sur le jeu de rôle qui va avec. J'ai fait un playtest hier parce que des joueurs m'ont dit hey, « J'ai lu les romans, c'est vraiment trop bien, quand est-ce que tu fais le jeu de rôle ?» Et je fais « Bon, ok, d'accord. » Ok, j'accepte. Allez. Challenge accepté. Et là, on est sur les balbutiements, on est sur l'écriture, on est sur la... Oui, alors j'ai testé hier l'itération X+1 parce que je ne sais plus du tout où j'en suis. Ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille là-dessus. Donc des règles de jeu et puis l'univers, enfin voilà, on développe ça. Ça par contre, pas de date. Comme pour Tigre Volant, Erdorine, pardon, pas de date pour l'instant. La priorité dans l'ordre, ça va être Les Contes du Soleil Couchant. Ouais. Et donc ça, le financement prévu pour l'automne, tu disais? Ouais, pour l'automne. Alors le pitch pour Les Contes du Soleil Couchant, c'est un jeu de rôle japonais. Techniquement, on pourrait le résumer comme ça. C'est un jeu de rôle où on joue des gentils animaux magiques qui rendent service aux gens. Comme ça. Des belles histoires de yokai derrière? Non, c'est une histoire de Enge. Il y a un peu des yokai dans les suppléments, mais c'est accessoire. En fait, c'est un jeu qui a une tendance un peu très très influencée par les dessins animés de Miyazaki et tout ce qui est sorti des studios Ghibli. C'est un jeu où il n'y a pas de règle de combat. Enfin, il y a un paragraphe où c'est marqué littéralement se battre, c'est pas bien. On n'a pas le droit. Et puis si on se bat, en fait, on perd un point de relation avec la ville. Et les points de relation dans ce jeu sont extrêmement importants parce qu'ils influencent en fait tout. La résolution des actions, les points de magie et tout. Donc le combat n'est pas négociable. On ne peut pas se battre. Non, enfin on peut, mais c'est vraiment pas bien vu. Ouais, c'est pas du tout l'objectif du jeu. Et en fait, les règles proposent, à la place d'avoir du combat, on a des règles qui permettent de faire des trucs mignons. Quand on fait un truc mignon, on reçoit un point. Et puis ce point après, on peut l'investir pour augmenter les niveaux de magie, etc. Donc oui, on est sur quelque chose en termes d'ambiance de très, très positif et très... C'est un jeu de rôle feel good ouais. dans sa plus pure expression en fait. Et la mécanique est quand même redoutablement futée en fait, et c'est vraiment assez fantastique. Et donc c'est une traduction japonaise du coup? C'est une traduction du japonais, ouais. Ok. On a travaillé aussi en collaboration avec, dans une moindre mesure en fait, avec l'éditeur pour la version anglaise.
parce que ouais, ça nous permettait d'avoir un peu une comparaison. Et ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, le texte en japonais n'est pas directement traduisible en français sans que ça soit qu'il y ait un problème de tonalité. Oui, Ensuite, ça a été retravaillé, mais sur un mode peut-être un peu trop universitaire. Et là, on a passé les derniers mois à ajuster en fait on va essayer de récupérer l'état d'esprit un peu. pour équilibrer l'état d'esprit entre la pertinence du propos, la tonalité qu'on voulait obtenir, et puis en fait le fait qu'on est en 2026 et qu'il faut aussi adapter par rapport au monde de maintenant. Ouais, voilà, au panorama holistique actuel, il faut qu'il puisse trouver sa place. Il date de quand ce jeu au Japon du coup? Au Japon, il est sorti en 2012, peut-être avant. Je ne sais plus. Ouais, non mais genre, c'est pour avoir une ordre d'idée approximativement de l'âge qu'il a. Et en plus, on sait que le Japon, au niveau jeu de rôle, c'est quand même un peuple qui est extrêmement friand de jeux de rôle. Mais c'est vrai que les jeux de rôle japonais qui s'expatrient et qui vont à l'étranger, notamment en France, il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Il y a Ryutama, Oui. et puis j'en vois pas d'autres en fait. Alors moi tout à l'heure en off, j'ai parlé avec une personne qui lance une maison d'édition avec une traduction d'un japonais, mais c'est vrai que en dehors de celui-là, de Ryutama et de ceux dont elle m'a parlé, c'est les 3 seuls que je connais pour l'instant qui sont même pas encore sortis, mais en cours de... Ryutama est sorti, mais pour ceux-là en cours d'arrivée. Donc c'est bien, en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de productions au Japon, ils sont très friands de jeux de rôle, et donc si on arrive à aller chercher là-bas les choses qui se font bien pour les traduire, ça peut amener un vrai vent de fraîcheur pour le coup, parce que ce que tu en décris, là, ce côté un peu feel good et un peu très bon esprit, ça peut amener quelque chose de nouveau en fait, justement dans ce panorama holistique actuel là. Ça donne un point d'entrée peut-être en fait à une façon de jouer qui est peut-être moins influencée par Donjons et Dragons et plus simplement par le simple plaisir de jouer, d'avoir des histoires un peu bêtes où on a un problème avec un ballon coincé dans des branches ou un chat qui a disparu ou oui, plein de petites histoires. Des petites histoires, ouais, petites histoires simples. Sans forcément partir dans de l'épique ou du combat ou des choses comme ça, juste pour profiter du fait de jouer. Mais c'est très chouette de les voir arriver. On se posait la question, nous, en émission, il n'y a pas très longtemps, parce qu'on parlait de Fabula Ultima et compagnie, et de beaucoup de jeux, notamment américains, qui se basent sur la culture japonaise. Et c'est vrai que les jeux japonais qui s'exportent, il n'y en a pas tant que ça, et on trouvait ça un petit peu dommage, donc c'est chouette de les voir arriver. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Quand la maison d'édition, ça fait plaisir. Donc, comme vous le voyez, il y a Adolescent Face qui est là, il y a John Doe qui est à côté, on aimerait bien les attraper au bout d'un moment également, mais on va sûrement faire ça un petit peu. Nous, entre-temps, on se fait des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Introvertis, on est toujours sur Octogone et on est sur un stand où il y a des dinosaures dans l'espace avec des vampires. Entre autres. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la maison d'édition et ce que c'est? Et en plus, je ne t'ai pas présenté, donc Vincent, Alors, si je dis bien. oui, c'est bien ça. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, c'est bien ça. Donc, une maison d'édition qui s'appelle, comment tu m'as dit? Nice Crea Dream. Nice Crea Dream, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe? Donc, on est une petite maison d'édition niçoise. À la base, Ouais. c'est porté par Mano Kanté qui a présenté son propre jeu quantique. Ouais. Un jeu de science-fiction où on a la capacité de faire mumuse en gros avec la physique quantique pour provoquer des altérations dans la réalité. Ok. Donc à base d'implants, des dystopies et un univers très vaste qui fait une belle relecture de l'avenir de l'humanité et avec un nouveau regard sur la science-fiction en général. Mhm. D'où par la suite on a fait Cosmosor, donc un projet de traduction, c'est un jeu brésilien à la base, créé et écrit par Diogo Nogueira, qui est dans un jeu où vous jouez des dinosaures justiciers de l'espace. C'est un jeu un jeu très inspiré des séries de super-héros des années 80-90. Ah, ça se voit au niveau design. Légèrement. Donc typiquement tu fais une partie de ce jeu, c'est comme si tu regardais un épisode d'une vieille série comme Cosmo 4, G.I. Joe ou Mask. Donc vous êtes des super-héros très gentils, très musclés contre des méchants très méchants et très cons. Et du coup, là, vous avez donc ces 2 jeux-là qui sont sur la maison d'édition. C'est ça. Et vous avez des prévisions pour après, sur la suite? Prochaine prévision, on a Welcome to Dino Park. Ok. Donc, pour le coup, ça c'est un jeu de moi-même encore actuellement en cours de développement. Alors chez moi, tu verras qu'on est très souvent accolé avec des dinosaures parce que Ouais, je vois ça. j'aime ça un tout petit peu quand même. Donc c'est un jeu où clairement c'est une relecture de Jurassic Park, et où dans ce jeu donc le Dino Park fonctionne très bien et sauf que c'est très cher pour y aller, c'est très loin et les joueurs
joueurs sont des gens comme vous et moi, et donc les joueurs, les PJ, sont des heureux élus d'un week-end VIP sur le parc suite à un concours à gratter. Donc clairement, je te fais revivre le film avec arrivée sur l'île en hélicoptère, visite du parc, des installations, et pendant la visite motorisée du parc, il y a une coupure de courant généralisée. Mince. Ah, c'est con alors. Ah mince. Les dinosaures s'échappent, le but est de réussir à survivre et de s'enfuir en trouvant des secours. Ok. Donc, ça fait combien de temps que vous existez du coup? Ça fait du 6-7 ans. 6-7 ans 6-7 ans, à la base on tournait sur Quantique, ensuite je me suis greffé avec Cosmosaur et puis maintenant avec d'autres projets qui vont venir petit à petit. Ok. Et ça, vous allez le financer comment? Vous faites un financement participatif ou pas du tout? On va lancer prochainement, j'espère, d'ici la fin de l'année, si on arrive à poursuivre le processus comme on l'entend, en respectant le planning. Oui, je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera proposé. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci beaucoup à toi. Merci à toi et Je puis sais au de passer- plaisir de te faire découvrir nos jeux. Ouais, un excellent salon. Et puis nous, on se fait des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, salut. Salut à tous, c'est Mike. On est toujours sur Octogone et je suis avec Coralie sur le stand de Lapin Marteau. Coralie, comment ça va? Eh ben ça va très bien et toi? Bah écoute, parfait. On va parler d'un jeu alors que j'ai pas encore traité parce que je viens de finir de terminer le volume 1 et il y a un volume 2 qui sort. On parle de Monster Hearts. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous le pitcher un peu ce jeu? Alors Monster Hearts, c'est un jeu de rôle où on va jouer des adolescents monstrueux dans un lycée américain, donc des vampires, des sorcières, des loups-garous, dans une ambiance un peu Buffy, voilà. Un peu Buffy et avec un côté très adolescent et très découverte de l'autre, découverte de ses envies, de ses peurs, de ses amours, de ses envies sexuelles aussi, énormément. fait. C'est un gros impact sur le jeu. Et donc là, il y a un deuxième volume qui sort, qui est d'une taille mais colossale. Respectable. Ouais, respectable, on peut dire ça comme ça. Avec deux nouvelles mues qu'on vient de voir, donc la momie et La méduse. La méduse, c'est ça, la méduse. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans ce deuxième ouvrage qui fait 2 fois la taille du premier, on va être clair, hein. Ouais, quasiment, ouais. Alors, dans ce second ouvrage, en fait, nous, on joue à Monster Hearts depuis même avant sa première trad française sur la première édition. On est des gros fans. Donc, on a décidé de mettre dans ce livre tout ce qu'on aimait sur le jeu et aussi de résoudre les problèmes que nous, on avait rencontrés. Mhm. Donc, on commence avec un gros cadre qui est très détaillé, qui est une petite ville en Oregon qui s'appelle Snake Bay. Et on en profite aussi pour par exemple expliquer comment se passe la vie dans un lycée américain, mais vraiment en fournissant à la MC de quoi rebondir tout le temps en jeu. En fait, notre objectif vraiment principal sur ce supplément, ça a été, ok, là tu as une scène, tu sais pas comment la cadrer, tu sais pas comment la pitcher, vraiment on te donne du matos, tu ouvres, tu as une idée, il y a des tables aléatoires, il y a 25 PNJ, essentiellement des lycéens, mais aussi des adultes, et des lieux. À chaque fois, il y a des questions provocantes, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, les élèves sont dans des chiottes un peu sales du lycée et tu sais pas quoi leur faire jouer comme scène intéressante, pouf, tu ouvres le chapitre sur les chiottes, n'est-ce pas? Ouais. Et là, tu vas avoir des questions Et sur le mur, il y a provocantes. écrit machin chose, 06, machin, etc. Eh Enfin, ben, figure-toi qu'il y a plein de mystères et de secrets d'univers sur les tags, évidemment, parce que c'est une façon de passer des infos. ben oui, et oui. Que le mur Facebook analogique, si je Et sais. donc, en termes de règles, on est sur du PBTA, Tout à fait. ce qui veut dire qu'on a un récit qui vit énormément Ouais. à travers les joueurs, Ouais. les joueuses, Mm. l'AMJ ou le MJ. Du coup, comment on fait un bouquin de settings, un bouquin de settings, je sais pas comment on traduit ça en français, donc on s'en fout, en laissant le champ ouvert pour que les joueurs puissent aussi mettre leurs pattes dedans et qu'on puisse laisser l'histoire vivre. C'est un peu le but de Monster Hearts quand même, laisser les choses aller là où elles doivent aller, sans que personne maîtrise quoi que ce soit. Ben, clairement, nous, ça a été notre grand challenge et la grande question qu'on a voulu se poser quand on a imaginé ce setting. Parce que voilà, il y a effectivement cette idée où on ne veut pas mettre l'histoire en cage, ça fait partie des principes du jeu. Et donc, on a fait du lore, on a fait cet univers, mais tout en le rendant assez générique pour pouvoir piocher dedans sans avoir besoin de tout jouer, sans être obsédé par la cohérence en permanence de je dois respecter ce qu'il y a dans le supplément. Non. Picorez dedans, quoi. Soyez des punks dans Oui. votre bouquin. Prenez, il y a une scène qui vous fait envie, mais en fait, jouez-la. Et si après ça colle plus avec ce qui est écrit, par exemple sur tel PNJ, changez-le, on C'est pas s'en grave, fout. c'est pas grave. Voilà. Et donc, on l'a vraiment écrit avec en tête se dire, on va donner beaucoup de matière à la MC, mais en même temps, on va pas mettre l'histoire en cage et on va vraiment donner beaucoup de questions provocantes et beaucoup d'idées de situations de jeu qui soient immédiates, de façon à ce que ça reste très générique en fait aussi, tout en étant riche dans son lore, quoi. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est quand même sacrément rassurant pour les MJ, parce que le PBTA, ça peut être
extrêmement intimidant quand on est meneuse, parce qu'on a ce côté où, quand on commence à table, on voit à peu près ce qui va démarrer. Ouais. Mais alors le reste de la soirée, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va partir. Et ça, quand on est MJ, des fois, ça peut être intimidant. Ça peut Tout être à fait. intimidant parce que quand on a un scénario qui est carré, c'est simple. Dans le PBTA, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement intimidant. Alors, une fois qu'on est habitué, c'est un vrai plaisir de laisser les choses aller. Mais du coup, avoir une boîte à outils comme ça, où il y a des choses très précises, très construites, et où on peut les piocher instantanément en se disant « Ah, là, j'ai pas l'idée pour relancer, et comment je peux faire ?» Du coup, là, on a combien de pages? 400 pages? Non, plus que ça. Pardon. On est à 592 pages. Parce que 192 je vous ai pages. parlé du setting, mais en plus de ça, on a 16 nouvelles mues. Donc si vous êtes un peu habitué aux mues du livre de Il y a base. 16 nouvelles mues? Il y a aussi, j'avais pas fini. Ça, c'était que le début. D'accord. Pardon. Il y a 16 nouvelles mues, ouais, tout à fait. En plus, avec la méduse et la momie, ça en fait 18. Donc les mus, pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. donc les mus, c'est les... Comme des classes de voilà. personnages, pour le C'est dire comme très les classes de vite. personnages. En fait, chaque personnage, donc, comme tu le disais, a une espèce de créature, une espèce de pouvoir, une espèce de... Voilà. Et donc, il y a 16 nouvelles archétypes de personnages surnaturels C'est qui ça. viennent en lien avec notre personnage adolescent, quoi. Clairement, elles ont chacune, on va dire, leur métaphore. Parce que, par exemple, le vampire, ça va être un personnage qui est un petit peu abuseur. Mhm. Oui, il y a Et le c'est côté pas... séducteur voilà. C'est pas et juste- manipulateur. Totalement, ouais. Mm. C'est pas juste des créatures surnaturelles, il y a aussi toute une richesse Ouais, métaphorique. il y a tout le thème qui est sous-jacent et qui est... C'est ça, mais c'est pas chiant, c'est pas un Oui, télo quoi, c'est juste on le joue, c'est fait pour que ça vienne assez naturellement. Et on a beaucoup d'aides de jeu diverses et variées, notamment une sur la musique où en fait on parle d'utiliser la musique au-delà de juste une ambiance, par exemple comme un déclencheur d'un type de scène particulier, etc. Où on a beaucoup bossé dessus. Il y a ce qu'on appelle une émomatrix, c'est-à-dire par exemple on rencontre un PNJ, plutôt qu'il ait l'air neutre, est-ce qu'il aurait une humeur ou une émotion particulière pour que ça rende la scène vraiment intéressante? Et donc Ouais. on va avoir toutes ces têtes de jeu-là qui vont aussi être vraiment dans cette optique de on vous donne du matos pour vous nourrir et nourrir vos parties constamment. On met pas l'histoire en cage, mais si vous ne savez pas trop improviser à un moment donné, vous aurez de la Ouais. matière pour le Il y faire. on peut juxtaposer plusieurs éléments qui vont être marquants et après, chacun pioche ce qu'il veut dedans, chacun fait ce qu'il veut avec, chacun ça. construit ce qu'il veut avec. D'où les tables aléatoires aussi. Mm. Par exemple, je ne sais pas si Jason veut voir ce qu'il y a dans le casier de Tiffany et qu'il le force. Vous n'avez pas du tout pensé à ça. Vous avez une table aléatoire avec qu'est-ce que je trouve dans ce casier qui relance l'histoire, qui relance l'intrigue et qui remet une pièce dans la machine. On met pas l'histoire en cage, mais on fait en sorte que ça bouge tout le temps. Justement, avec ce que tu disais au début, on ne sait pas comment la soirée va se finir. Ouais. Mais là, du coup, on a des pièces à mettre dans la machine, quoi. Voilà. Ouais, donc du coup, c'est un travail quand même colossal parce que ça veut dire que vous, dans la construction de cet univers, vous avez dû imaginer des bouts de piste quand même qu'on ne retrouve pas forcément. Mais il va forcément avoir des choses qui se croisent, des indices Oui. qui vont se croiser, des choses qui... Ou si quelqu'un qui est un peu attentif va se dire « Attends, mais en fait, ce tag dans les toilettes, par exemple, pour reprendre l'exemple, plus que j'ai trouvé dans le casier de Tiffany, en fait, mais se passerait pas un truc dans ce côté-là, etc. » C'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on veut que la MC et après, a fortiori, les joueurs puissent faire les liens qu'ils veulent sans se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Sans que ce soit obligatoire, Exactement. mais en même temps, vu qu'il y a quelque chose de cohérent qui est écrit derrière, à un moment, ils peuvent se dire « Ah, là, il y a un truc. » Après, qu'est-ce qu'on va en faire avec? C'est eux qui le décideront. Mais au moins, ouais, là, du coup, c'est un boulot qui est colossal en termes d'écriture. Vraiment, c'est... Ouais, il y a un index à la fin avec par exemple les PNJ, les lieux, etc. Et il y a tous les numéros de page où c'est abordé. Si les gens veulent vraiment faire les liens entre tout, c'est mis en gras dans le bouquin. De dire, dans le background de tel PNJ, il y a aussi tel PNJ, voici son nom en gras. Comme ça, si je le cherche dans la page, je le trouve tout de suite. On a essayé de faciliter ce travail de faire des liens. Mais Ouais, oui, ça a été un gros et boulot. l'accessibilité en plus du bouquin, parce que le premier Monster Heart du coup Oui. était extrêmement accessible en termes de lecture, Ouais. parce qu'on avait quand même une police de caractère qui était extrêmement grande. Alors celle du deuxième volume, ton collègue me disait qu'elle était un peu plus petite du coup. Ouais, on a dû On avait réduire. un peu réduite pour vu- Katiane qui fait déjà vu 600 la pages taille. au bout d'un moment. Il faut arrêter. 2000 pages de Monster Heart. Le forum amazonien n'a pas besoin de ça, bon sang. Mais du coup, il y a toujours ce côté, donc un index pour pouvoir retrouver un peu, si on veut suivre une piste un petit peu qu'on a envie de mettre en avant pour les joueurs par exemple, en se disant ça pourrait être intéressant, de se dire, sans forcément mettre l'histoire en cage, mais juste de dire, on peut leur donner tel élément, et après on verra où ça nous mène, et ça permet de faire des histoires peut-être construites de manière narrative un peu plus orientée, sans forcément la mettre en cage, puisque après toute la responsabilité reviendra quand même à la table de jeu, C'est aux ça. joueuses et à la meneuse, et aux joueurs et aux meneurs. Ouais, on a tous connu des tables où les gens, on leur balance un bout d'intrigue qu'on trouve absolument général et en fait les PJ ne s'y intéressent pas du Pas du tout. tout. Et on est triste Ah dans mais son attends, mais cœur. en fait ce truc-là que t'avais pas prévu, il est quand même vachement intéressant. Mais voilà, ce PNJ nul que j'ai mis pour rire, vous l'adorez. Là, en fait, nous, on a essayé de faire un supplément. On a essayé d'allier richesse de l'or,
mais un côté vraiment où on peut avoir une machine à questions. On ne vous donne pas seulement des secrets et du lore, on vous donne de quoi créer, d'avoir une machine à questions. Et en Ouais, fait, c'est ça, des éléments qui vont questionner, titiller et choquer, marquer un peu les joueurs à table pour pouvoir avoir après, avoir tout le côté PBTA qui va se lancer en se disant en fait je vais rebondir sur cet élément-là et moi sur celui-là et puis en fait comment on les relie et comment est-ce qu'on crée cette histoire ensemble et comment on avance. et au moins, c'est les PJ qui tirent les fils. Si on voit que les PJ s'intéressent plus à telle histoire, il suffit de voir comment on peut tirer ces fils-là. Et là, ça fonctionne à ce moment-là de façon assez fluide en réalité, quoi. Monster Hearts, moi j'ai fini de le lire il y a un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça, parce que je l'ai eu assez tardivement. Donc moi je trouve que l'approche de l'adolescent dans Monster Hearts elle est absolument incroyable, avec ce côté où tes pulsions, tu sais jamais trop où elles vont t'amener, vraiment, que ce soit en termes de sentiments, en termes d'attirance sexuelle, en termes de etc., tu ne gères que dalle. Moi je bosse avec des ados toute la journée, vraiment, ça se passe comme ça, vraiment, quand ils t'en parlent, moi, ils viennent me parler, ils me disent mais je comprends pas, j'ai de l'attirance par ici, par là, je comprends plus rien, je sais pas où j'en suis. Bon, c'est une période de la vie qui est vraiment, en termes d'hormones, extrêmement compliquée. Le jeu il traduit vraiment très bien ça. J'ai vraiment hâte de voir ce qui a été fait en termes de settings, parce que c'est vrai que quand on joue à Monster Hearts, si on connaît pas bien l'univers de l'école américaine, on a les clichés qu'on voit dans les films, évidemment. Mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait, en termes d'habitude, en termes de culture. Ils ont une culture vraiment très différente de la nôtre. Et pour le coup, en fait, quand je vois la taille du bouquin, ça m'étonne parce que je trouve qu'il est massif. Mais en fait, vu tout ce que vous aviez à mettre dedans, ça paraît logique en vrai. Bah oui, parce que en fait, l'idée en plus, c'était pas juste de faire un exposé sur les lycées américains. Ça marche comme ça, c'est différent de chez nous, même au-delà de ce que vous percevez dans les séries. Et pourquoi c'est intéressant de s'en servir en jeu. Même typiquement, les balles, on connaît très bien le bal de promo, peut-être un ou deux autres balles, mais en fait, il y en a d'autres. La saison sportive, on sous-estime en France l'importance du sport, notamment du foot US. Le sport dans les lycées américains, c'est... Ouais, et dans la ville, en fait, c'est une résonance dans la ville où les joueurs sont aussi des stars. Et en c'est fait, une position sociale, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Oui, et tout ça, ça c'est de la matière de jeu, et voici pourquoi et comment vous en servir pour faire du jeu qui soit vraiment fun à jouer et qui va vous apporter plein d'intrigues, plein de rebondissements et plein de drama tout le temps, quoi. Ok. Donc il est dispo, il est sorti ? Et il est dispo, il est sorti, oui, tout à fait. Il est dispo partout maintenant. Et il coûte combien ? Et il coûte le même prix que le livre de base, même s'il est 2 fois plus gros, donc il coûte 40 €. 40 €, donc les pages coûtent 2 fois moins cher du coup. C'est ça, franchement c'est une affaire. Comment s'en passer ? Bon Coralie, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Je te souhaite un excellent octogone, un très bon salon, et puis à bientôt. Et nous on se fait des gros bisous. Ciao ciao. Au revoir. Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes, on est toujours sur Octogone, on est le 2e jour, je suis avec Com, comment vas-tu ? Salut, écoute, ça va super bien. Donc on est sur un stand qui s'appelle le stand alternatif. Le rayon alternatif, ouais, d'accord, tout à fait. Pas triphasé du coup ? Et non, malheureusement, ni continu. Et on va voir pas mal de choses, donc il y a toute une partie là qu'on va voir après avec Guillaume juste après. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du stand, voir un peu ce que tu as à proposer ? Ouais, carrément. Écoute, en fait, nous, on propose des jeux alternatifs, comme le nom l'indique, c'est-à-dire que des jeux qui vont faire un pas de côté par rapport à ce qu'on peut trouver de manière générale. Alors ça peut être de plein de manières différentes. Parfois, ça va être des propositions un peu alternatives. Par exemple, notre Crépuscule, où on joue un coven de sorcières dans un univers où la magie se meurt. Et en fait, c'est pas vraiment un jeu sur des sorcières, c'est plus un jeu sur qu'est-ce qu'on va faire avec le temps qui nous reste dans un monde un petit peu en déclin. Tout parallèle avec une réalité serait totalement volontaire, bien sûr. Le monde n'est pas en déclin, absolument pas. Ou alors, tu vois, dans le genre pas de côté, on a aussi par exemple Tour de garde de Julien Poire, alias Sandrone, qui est un jeu de rôle de Medfan, mais où en fait on va jouer une exploration de donjon, pas du tout en mode on va aller choper des monstres pour leur faire la peau, mais on va jouer en fait les aventuriers qui sont dans le donjon et qui vont en fait être autour du feu de camp et essayer de comprendre comment leur expédition en est venue là, qu'est-ce qui a foiré, etc. Donc un truc, tu vois, plus de... moment ça a merdé pour qu'on plus de relations, quoi. Après on a aussi des formats plus alternatifs. Il y a notamment par exemple l'Hôtel du Lion Rouge, qui est un jeu de rôle sous forme de carte en fait, qui a eu le prix rôliste du jeu alternatif là il y a quelques semaines. Et donc l'Hôtel du Lion Rouge, on va décrire un grand hôtel, les lieux qui y a dedans et les personnages qui y déambulent. Et chaque carte c'est un lieu ou un personnage, et chaque carte c'est une manière de jouer différente. Donc tu vois, par exemple, voilà, là tu as une carte, c'est le casino. Et donc pour le casino, en fait, tu vas choisir un des autres lieux de l'hôtel, les autres vont essayer de le deviner, ils n'ont qu'une seule chance. Et bien sûr, comme c'est un casino, tu peux tricher, puisque la banque gagne toujours. La banque gagne. Exactement. Okay. Et après, on a, tu vois, on peut aller très loin dans le format, puisqu'on a même des jeux de rôle sous forme de papier toilette,
Ça nous aurait rendu service. Voilà. de ces Alors jeux. attends, il faut que je montre le bon endroit pour pas que ce soit flouté par YouTube. Donc voilà, Violence Sex Caca, Sex Violence Caca 3, Rébellion sur la planète Tétron, où on va jouer le MJ et le maître, un maître impitoyable et infâme contre lesquels... Le concept est incroyable. Voilà. Et on le vend à l'unité ou en rouleau, puisque bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce jeu, y compris ne pas y jouer et faire autre chose avec. Ah, Nous qu'est-ce qu'on peut faire ne avec, jugeons pas. Ok. Donc voilà, plein de super jeux avec des petits prix et des grandes idées. Ok, parfait. Merci à toi Ben, je t'en prie, avec plaisir. et je te souhaite un excellent salon. Merci beaucoup. Et puis nous, on va se dire ciao ciao. Bisous, à bientôt. Bye bye. Salut. Salut à tous, c'est Sylvain et Tounavet pour Entre Rollistes et on est encore et toujours sur Octogone 2026 à Lyon Eurotexpo et on est sur le stand de Scriptarium avec Yaz. Hello, comment vas-tu? Très bien, on est très content parce que ça se passe super bien. Ouais. Ce nouveau site quand même est autrement plus grand qu'il y a quelques mois. On était encore sur l'ancien site, donc on est très content. Alors on a Scriptarium, on a pas mal d'activités jeux de rôle, livres-jeux et depuis peu également bande dessinée et romans. Et on n'a pas assez de place pour tout montrer, mais effectivement il y a pas mal de choses. Ok. Et ben dans ce cas, est-ce que tu peux faire un petit tour de la gamme sur par ce que tu veux commencer, mais quelles sont vos œuvres principales? Alors Scriptarium a commencé sur la gamme Défi Fantastique, le jeu de rôle, en fait, D'accord. l'adaptation des livres dont vous êtes l'héros de Steve Jackson et Ian Livingstone, publié par Gallimard, Gallimard Jeunesse maintenant. Donc on a développé tout un tas donc c'est des traductions, mais des développements aussi francophones sur les textes et les illustrations. On fait travailler pas mal d'illustrateurs, dont des illustrateurs anciens et puis des nouveaux aussi. Et puis on a ensuite développé des gammes aussi de livres-jeux, comme les livres dont vous êtes l'héros. Ouais. Donc certaines des rééditions de choses qui avaient été publiées par Gallimard à l'époque, où on est partenaire d'ailleurs avec eux sur des rééditions qu'ils font eux-mêmes, sur les séries Loup Solitaire et Défi Fantastique. Et puis des gammes en propre aussi, donc un certain nombre de livres-jeux. On a également sorti des bandes dessinées dans l'univers de Défi Fantastique, de Loup Solitaire, de L'Œil Noir. Donc ça va faire la transition avec L'Œil Noir, c'est la gamme de jeux de rôle. Qui est un peu ancestrale quand même comme Qui gamme. Pareil, qui était publié par eux à l'époque, qui a été reprise par Black Book avec à la traduction Scriptarium, donc c'est un partenariat. Et donc actuellement on travaille sur une gamme d'aventures en solitaire, un peu comme des livres dont vous êtes l'héros, des livres-jeux. Mais plus en mode jeu de rôle solo. Plus en mode jeu de rôle solo? Non, c'est comme des livres dont vous êtes l'héros, et d'ailleurs il y a les règles à l'intérieur, c'est des petits bouquins, voilà, c'est le premier, on en a deux autres qui arriveront au mois de juillet, et voilà, il y a toute une série comme ça de... Ok. Donc par rapport à L'Œil Noir, donc ça va être les mêmes règles que L'Œil Noir ou c'est complètement différent? Alors c'est les règles de la 5e édition de L'Œil Noir, donc celle qui a été rééditée par Black Book Edition, mais qui sont effectivement un petit peu plus évoluées par rapport aux règles d'initiation des années 80, c'était un jeu d'initiation, ça n'est plus un jeu d'initiation, mais c'est un jeu quand même très accessible, qui est très fluide, voilà, mais bon, donc on est sur un partenariat là, entre plusieurs éditeurs. Et après, alors le gros morceau, c'est Rêve de Dragon. Alors, avant qu'on parte là-dessus, je retourne sur L'Œil Noir. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne connaîtra pas? Donc, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est L'Œil Noir en quelques mots? Alors, L'Œil Noir, c'est le plus grand jeu de rôle allemand qui existe. Et en fait, depuis son lancement en 1983-84, je crois, il n'a jamais cessé de se développer. Donc c'est la gamme de jeux de rôle et d'univers développés la plus grande qui existe en fait, au monde. Parce qu'en fait, ça fait 40 ans que non-stop, il y a des suppléments, des coffrets, des romans, il y a plein de choses. Et c'est un jeu, donc c'est du médiéval fantastique. C'est de la low fantasy comme on dit ça. Donc il y a toute une géopolitique, des royaumes, c'est assez proche du Moyen-Âge, enfin assez proche. C'est une espèce de Moyen-Âge, mais avec évidemment du fantastique, de la magie, des dieux, des créatures. Mais du coup, qui va mettre le curseur de la magie, pas tant que ça la D&D qui est vraiment plutôt high fantasy la plupart, et là on va être un peu plus mesuré dans l'utilisation de la magie, c'est bien ça? Tout à fait. Ok. Cool, bon c'est plutôt cool comme projet. Et donc tu parlais, avant que je t'interrompe de façon absolument improfessionnelle, Rêve de Dragon, c'est ça? Oui, alors Rêve de Dragon, là, c'est une gamme de jeux de rôle, un des premiers jeux de rôle français créé par Denis Gerfaud. Et donc là, on a entrepris de rééditer la gamme et au passage de l'augmenter de nombreux suppléments,
nombreuses mises à jour et de nombreux suppléments aussi. Donc là, on a aujourd'hui la chance d'avoir Roland Barthélémy, qui est un des illustrateurs cultes de Rêve de Dragon, en dédicace, parce qu'il a repris du service pour la réédition. Et Gidus, alors qui est à l'initiative du projet de réédition, qui est par ailleurs, donc qui a commencé en étant auteur Rêve de Dragon en publiant une campagne là, qu'on voit ici, la Clairefontaine, Ouais. et qui est surtout connu pour être illustrateur sur la gamme aussi. Voilà. D'accord. Et puis on a également, alors je vois qu'il y a Vincent qui est là, voilà, qui s'est beaucoup investi sur la gamme et qui pourra, pour pas déranger Gidus, apporter quelques éléments complémentaires sur l'actualité assez riche de la gamme. Ouais. Mais c'est plutôt cool comme projet. Et donc là, Rêve de Dragon, c'est quoi comme campagne? C'est des... il y a combien de scénarios? Enfin, c'est quoi l'idée de Rêve de Dragon? Qu'est-ce que Rêve de Dragon, pour commencer là? Dans ce cas, peut-être que... Pardon. Alors, Rêve de Dragon, c'est un jeu qui est à 40 ans, Ok. donc qui a beaucoup de scénarios qui ont été écrits au cours des années. Donc Scriptarium, après avoir fait une campagne pour la Clairefontaine, a fait une campagne participative pour rééditer les règles qui n'étaient plus trouvables, Ouais. dans un format assez intéressant. Donc ça fait un gros pavé, mais en fait ça contient à la fois des règles, des sorts pour la partie magie, une explication de pourquoi il y a de la magie dans cet univers, Ouais. et une partie sur le monde qui décrit davantage qu'est-ce qu'on trouve dans l'univers finalement. Ok. Plutôt que de décrire des royaumes, en fait, ça décrit plutôt les plantes, les animaux, les danses que pratiquent les gens dans les villages, enfin des choses qui donnent de la couleur plus à l'univers, Hmm. plutôt que de donner des intrigues. Ok. Est-ce que c'est quoi le principe de Rêve de Dragon? Alors, Rêve de Dragon, en fait, il faut savoir que le monde étant rêvé par des dragons, nous autres humains, nous ne sommes que le fruit du rêve des dragons. Et donc, quand les humains, il y a très 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 longtemps, ont découvert qu'ils pouvaient influencer le rêve des dragons, les dragons se sont réveillés en masse et depuis ils se sont endormis. Et ils ont arrêté de se réveiller eux-mêmes dans leurs rêves. C'est pour ça qu'on ne trouve plus de dragons de nos jours. Logique. Ils se sont endormis parce que l'activité principale des dragons, à part accumuler quelques trésors, c'est de dormir. Et du coup, quand ils se sont endormis, ils ont accepté que les humains étaient capables d'influencer le rêve, de le modifier à leur façon. Donc ils ont un peu accepté la magie. Et forcément, vous connaissez les humains, quand ils ont un peu de pouvoir, ils se disputent. Et donc les magiciens sont devenus de plus en plus puissants, de plus en plus à se disputer, à tirer le rêve chacun de leur côté, et finalement à le déchirer à force de le tirer. Et c'est là que les dragons se sont rendus compte qu'en fait, eux ils le savaient sans doute dans leur rêve, dans leur inconscient, mais les humains se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs rêves, et qu'en fait il y avait une infinité de rêves. Et ces déchirures du rêve ont fait que des créatures sont passées d'un rêve à l'autre, qu'une ville s'est retrouvée à un autre endroit, un port au milieu d'un désert, enfin tout un ensemble de problèmes. Et du coup, suite à ce deuxième cataclysme, ils se sont rendormis les dragons, mais le monde est complètement morcelé à découvrir, les gens ne savent pas ce qu'il y a au-delà du prochain village ou de la prochaine ville. Ok. Et donc l'univers de Rêve de Dragon, c'est un univers où le point central, c'est les personnages qui vivent des aventures, qui vont parcourir le monde, qui vont voyager pour découvrir ce qu'il y a. Pourquoi ils voyagent? On peut trouver des centaines de raisons, mais c'est vrai qu'il y a une part de curiosité, de découverte. Mhm. Et donc les scénarios, ce sont ce qu'on appelle un rêve, c'est-à-dire qu'un scénario, il est un peu isolé du reste, il a sa propre cohérence, il n'a pas besoin d'être relié à un autre. Et entre deux rêves, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est dans une phase de sommeil un peu différent. En tant que joueur, on n'est pas à la table, donc on est ailleurs. Et quand on revient à la table, on revient dans notre rêve, dans un autre scénario, ou dans le même, enfin la suite. Et donc c'est un univers qui a aussi cette originalité de faire un peu un parallèle entre la vie des joueurs, qui seraient peut-être les dragons finalement, et la vie des personnages. Donc un côté presque plutôt fantastique alors à l'approche. C'est assez fantastique, c'est médiéval, Ouais. mais il y a un aspect fantastique qui est important, parce que il y a de la magie. Par contre, c'est pas une magie qui est extrêmement présente. Ouais. Ça reste un univers très pragmatique, où les gens ont leur propre vie, leurs propres convictions, leurs propres défauts parfois. Et donc d'un scénario à l'autre, en fait, on va découvrir à la fois un lieu, peut-être des plantes, peut-être des coutumes, des gens un peu étranges, apprendre à découvrir ce qu'il y a un peu plus loin. Ok. Parce que là, je vois le bouquin là, qui est absolument immense.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a prévu dans cette Donc, je gamme? parlais du premier bouquin, donc les règles. On a sorti avec, lors de la première souscription, de la souscription pour les règles, l'invitation au voyage, un recueil de 35 scénarios qui étaient parus dans des casus belli dans les années 85-90, qui ont été complètement réillustrés, adaptés à la deuxième édition de Rêve de Dragon. Et depuis, on a sorti une autre campagne de souscription pour d'autres scénarios qui étaient sortis aussi à cette époque-là, mais des scénarios plus longs, donc scénarios de 30-40 heures éventuellement. Ah oui, donc c'est quand même des bons petits scénarios, donc Presque des campagnes, quoi. mais, certains sont un peu des campagnes, d'autres sont un peu plus courts, mais en fait ils sont plus complets et il y a beaucoup de petits éléments qu'on peut vouloir explorer. En fait, finalement, ce qui est important, c'est pas trop de la fin du scénario, mais c'est plutôt l'histoire qui est racontée et le voyage que l'on va vivre au travers. Ok. Et donc là, tu disais que c'était une reprise de tout un tas de scénarios, mais est-ce qu'il va y avoir une suite de prévues ou est-ce que la gamme va s'arrêter là? La gamme s'arrête pas. On a une suite de prévues déjà. Ouais. On sait qu'on va publier un scénario d'un autre auteur que Denis Gerfaud. Denis Gerfaud a déjà validé le principe, et le principe du scénario parce qu'il est assez exigeant. Il ne voudrait pas que l'on dénature son univers. Ouais. Qui devrait arriver. Alors on ne sait pas encore quand. Si jamais on est très rapide à la fin de l'année, mais bon, on est une association, on fait un peu ce qu'on peut. On a commencé déjà des illustrations d'ailleurs. On a l'illustration de la couverture qui est affichée là-bas. D'accord. Une autre illustration de Florence Magnien. Et ensuite, on sait qu'il y a les voyages, qui étaient des scénarios qui étaient apparus un peu plus tard, dans les années 98-2000, donc un peu plus tardif, qu'on veut rééditer. Il y a eu 8 voyages. Il y a eu l'Unirêve, qui était un coffret un peu séparé. Il y a eu le Maître de Chamatou. Donc cet ensemble-là qu'on voudrait publier sous forme d'un autre coffret pour leur redonner vie et les remettre en valeur. D'autres scénarios qui sont vraiment exceptionnels. Bref, Rêve de Dragon, c'est un jeu, on peut y jouer 40 ans et continuer à découvrir. Ok, cool. En tout cas, merci pour cette présentation. Voilà. Après, j'ai oublié. Ouais, vas-y. Ce qu'on a fait aussi au niveau de Scriptarium, c'est de publier quelques textes de Rêve de Dragon dans un premier traité. Ouais. Ça avait relativement bien marché, donc on a fait d'autres traités. Donc un traité de personnages et lieux communs, qui traite de personnages communs et de lieux communs. Ce sont les petits bouquins qui sont juste devant là. Format A5, abondamment illustrés. Et donc on a aussi fait avec Roland Barthélémy un artbook, parce que Roland Barthélémy, on le connaît ou on le connaît pas, mais en fait c'est quand même un des premiers illustrateurs dans Casus Belli. Il a fait beaucoup de choses dans le jeu de rôle. Il est en dédicace sur le stand, c'est un plaisir pour nous. Et sa patte a beaucoup marqué Rêve de Dragon, et il n'avait pas d'artbook, il n'y avait pas de livre parlant de Roland Barthélémy. Donc ça a été l'occasion de faire ça. Ok. Donc voilà, des différentes choses. Bon, après, des petits accessoires. Mais, cool. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de la gamme. Et du coup, je vais me retourner vers Yaz. Hello again pour finir, pour conclure cette interview. Sauf si tu avais évidemment autre chose à présenter. Moi, je pense que vous savez tout sur, dans les moindres détails sur Rêve de Dragon. Absolument. Bravo. Non, mais merci. Donc, merci aussi à toi. Prochaine édition, peut-être. Ouais. Cool. Dans ce cas, merci encore. À vous tous qui suivez, merci aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser les commentaires, les likes et tout le reste. Et sur ce, je vous souhaite à tous des bonnes journées, soirées et tout le reste. Salut!